Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. À la une ce soir, sommet mondial sur l'éducation dans la capitale britannique par la voix de sa ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La Côte d'Ivoire s'est engagée à consacrer 22% de son budget à l'éducation. C'est une rencontre internationale qui vise à remobiliser des fonds au profit de l'école. Plus de rationnement de l'électricité en Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a officiellement annoncé la fin de ce programme, autant pour les ménages que pour les industriels. Il rassure, des dispositions ont été prises pour éviter pareille situation à l'avenir. Financement des petites et moyennes entreprises grâce à une convention entre Ecobank et le ministère de la promotion des PME. Les entrepreneurs ivoiriens à la tête de PME auront accès à des prêts à un taux de 7% sur 24 mois. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place à leur intention. Entretien routier, gros plan ce soir sur les travaux d'embellissement qui changent le visage d'Abidjan. Certains sont achevés et impactent déjà le paysage de la ville, comme le boulevard de France redressé ou le parc Dominique Ouattara. D'autres sont encore en cours. Une enveloppe de 10 milliards de francs est dégagée pour leur réalisation. Bienvenue, nous démarrons ce soir par un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la Covid-19, a déclaré, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement. Le président de la République exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie. Fait à Abidjan le mardi 3 août 2021. Et voyons maintenant le point de la pandémie en Côte d'Ivoire pour ce mardi. 158 nouveaux cas de Covid-19, 92 personnes guéries et 0 décès. Un total de 50 499 cas confirmés, dont 49 553 personnes guéries, 332 décès et 614 cas encore actifs. Le 2 août, 19 625 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, auxquelles s'ajoutent 23 968 doses administrées dans la région sanitaire du Gontougo du 16 juillet au 1er août, soit un total de 1 067 141 doses administrées. Il est en fin de mission sur le sol ivoirien. Le représentant résident du NDI, National Democratic Institute, a eu une dernière rencontre avec le président de l'Assemblée nationale. Il a en outre présenté officiellement à Amadou Soumaoro son successeur, Moussa Konaté. Après 6 années passées en Côte d'Ivoire, Kevin Adomayakbo, représentant de l'Institut national démocratique, est en fin de mission. Reçu par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, il se dit satisfait de la collaboration entre le NDI et l'hémicycle. Pour cette législature, nous avons donc un Parlement où les principales sensibilités politiques sont représentées. Je dois dire que pour nous, c'est une satisfaction parce que c'est le fruit des efforts conjugués de tous les partenaires du Parlement ivoirien. Et je repars de la Côte d'Ivoire avec cette image des deux présidents qui se font l'accolade, qui signifie que nous franchissons une autre étape. Et je voudrais donc que cette étape qui arrive soit une étape de consolidation du processus démocratique. Kevin Adomayakbo quitte le pays pour d'autres fonctions. Son successeur, François Traoré, est présenté officiellement au président Amadou Soumaoro. Nous voulons nous inscrire dans une continuité, pouvoir construire déjà sur le travail abattu par mon prédécesseur et faire en sorte que nous ayons davantage de synergie, de coopération pour accompagner la Côte d'Ivoire dans cette marche de la démocratie. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu et félicité l'honorable Thibaut-Tien Michel, député de Bédiala, Gonati, un des lauréats du Grand Prix du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina, TAC 2021.
Le Sénat vient d'adopter la proposition de résolution portant modification de son propre règlement. Elle a été portée par une vingtaine de sénateurs afin de remettre plusieurs articles au goût du jour. Kader Sogodogo. Des sénateurs, 20 au total, avec à leur tête Edouard Djoua-Kei, soumettent à la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales une proposition de résolution portant modification du règlement du Sénat. Les raisons sont de plusieurs natures. Pour prendre en compte ces grands changements, notamment changements liés à la modification de la Constitution en mars 2020, changements liés à l'introduction dans le droit interne des directives de l'UEMOA, cela a conduit au constat tel que le règlement du Sénat n'était plus adapté. Il avait donc des limites. Il fallait, tenant compte de ces grands changements, adapter notre règlement. Après 10 heures de travaux, c'est à l'unanimité que la proposition sera votée. Le nouveau règlement compte 36 chapitres contre 29 dans l'ancien et 158 articles contre 163. À la pratique, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des dispositions qu'on avait prises qui étaient en fait dupliquées dans le document, qui étaient dispersées. Il fallait donc les consolider pour créer une cohérence, une homogénéité dans notre document de référence. Et c'est ce qui a donné le résultat de moins d'articles. 10 heures de travaux, empreints de convivialité. Des aînés que vous voyez, aux plus jeunes, on était tous présents parce que ça nous intéressait tous, on était passionnés et nous avons travaillé vraiment pour qu'on puisse obtenir ces résultats. Après les travaux en commission, place à la plénière dans quelques jours pour son adoption définitive. Londres, la capitale britannique, abrite le sommet mondial sur l'éducation. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont sur place afin de remobiliser des fonds au profit de l'école. La Côte d'Ivoire, représentée par sa ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation, a réaffirmé sa volonté à consacrer et à maintenir une importante part de son budget à l'éducation et à l'alphabétisation des populations ivoiriennes. Sephora Zegui. Comment remobiliser des fonds et donner une meilleure chance aux enfants du monde entier privés d'éducation? Pour répondre à la question, des chefs d'État, de gouvernement et des ministres ont effectué le déplacement jusqu'à Londres, la capitale britannique. Ils ont pris part au sommet mondial sur l'éducation, présidé par le Premier ministre anglais Boris Johnson. Il s'agissait pour les participants à ce sommet d'engager ou de réengager leur pays à concéder une part importante de leur budget à l'éducation. Un engagement réaffirmé par la Côte d'Ivoire à travers Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au nom de mon gouvernement, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'engage à soutenir le secteur de l'éducation nationale et dépasse déjà le seuil de 20% fixé par la communauté internationale. Actuellement, 22,4% du budget national sont alloués à l'éducation et nous nous engageons à maintenir ce niveau jusqu'en 2025. Ce sommet mondial du groupe des partenaires pour l'éducation, co-présidé par le président kényan Uhuru Kenyatta, a été aussi l'occasion pour le professeur Mariatou Koné d'exposer sur les enjeux des états généraux de l'école ivoirienne. Elle précise par ailleurs les efforts consentis par la Côte d'Ivoire durant la crise sanitaire en faveur de l'éducation. Pour rappel, ce sommet a permis de recueillir plus de 2000 milliards de francs CFA en faveur de l'éducation. Fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie annonce officiellement la fin du rationnement. Le programme prend donc fin après 1 mois et demi pour les ménages et 3 mois pour les industriels. Thomas Camara assure que des dispositions sont prises pour ne plus revivre pareille situation en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mangbo. Le rationnement est terminé et il n'y en aura plus. C'est officiel.
Le programme de rationnement qui avait été lancé en mai 2021 n'est plus qu'un vieux souvenir pour les populations ivoiriennes. Il s'est étendu sur une période d'1 mois et demi pour les ménages et moins de 3 mois pour les industriels. Nous annoncions une sortie de crise à la mi-juillet, mais depuis le 9 juillet, soit une semaine avant l'échéance prévue, nous avons effectivement résolu le problème. Et donc, depuis cette date, la fourniture de l'électricité se fait sans rationnement aux ménages et aux industriels. Tout en se réjouissant de ce dénouement heureux, le ministre Thomas Kamara a annoncé la prise de dispositions pour éviter une autre crise de l'électricité. Des dispositions ont été prises de sorte qu'une centrale d'appoint, une centrale de réserve soit commandée et soit alimentée par du gaz GNL, le gaz naturel liquéfié, pour qu'il y ait une panne d'un gros équipement de production ou pas, qu'il y ait une panne d'une plateforme de production de gaz naturel qui alimente nos outils de production thermique ou pas, nous soyons toujours en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin. Le ministre de l'Énergie avait à ses côtés son collègue de la communication et les responsables de structures sous tutelle. Ils ont tous présenté leurs excuses à la population ivoirienne pour les désagréments vécus durant cette période. Financement des petites et moyennes entreprises, une convention entre Ecobank et le ministère de la promotion des PME vient apporter un nouveau souffle à l'écosystème des PME en Côte d'Ivoire. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été dégagé. Les promoteurs de ces PME ivoiriennes ont désormais la possibilité de prendre des prêts à un taux de 7% sur 24 mois. Dangui. La question du financement ou de l'accès au crédit est un casse-tête pour les petites et moyennes entreprises PME ivoiriennes, mais aussi pour les autorités, toujours en quête de solutions à cette problématique. C'est dans cette optique que le ministère de la promotion des PME et Ecobank ont signé une convention portant sur le financement des PME à hauteur de 5 milliards de francs CFA à un taux de 7% sur 24 mois. L'idée, c'est aussi d'accompagner de vrais entrepreneurs à devenir demain de grandes entreprises. C'est ça l'esprit de la Convention. S'il y a une philosophie à mettre derrière, c'est cette philosophie-là qui est d'offrir des aides aujourd'hui, d'accompagner aujourd'hui pour que demain, on puisse avoir à de vrais champions, à des grandes entreprises de l'économie ivoirienne. Une bouffée d'oxygène pour l'écosystème des PME qui représente 98% du tissu économique formel, selon les experts. Le gouvernement veut capitaliser sur le rôle socio-économique de ces PME pour accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. Celles qui vont être partenaires d'Ecobank, qui ouvrent ses portes, doivent pouvoir donc renforcer la majorité donc, de leur capacité financière et de leur chiffre d'affaires dans cette banque pour qu'au-delà de cette convention, la banque continue à les accompagner dans leurs activités. Selon le bilan du groupe Oxford 2018, les PME représentent 20% de la richesse nationale et 23% de la population active de la Côte d'Ivoire. Les projets d'embellissement des ouvrages routiers et des villes sont l'affaire du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ils ont la particularité de changer le visage d'Abidjan et c'est le cas par exemple pour le parc Dominique Ouattara à la Riviera. Le projet d'aménagement paysager du front de mer de Port-Boué, lui, n'est pas encore terminé, qu'il apporte déjà un plus à cette zone très fréquentée. Jean-Luc Gbangbo s'est intéressé à ce secteur porté par un investissement de 10 milliards de francs CFA. C'est l'un des chantiers phares du gouvernement ivoirien en matière d'embellissement de la ville d'Abidjan, la promenade du front de mer en cours de réalisation à Port-Boué. Un aménagement pour balades pédestres, pistes cyclables, espaces de restauration, de loisirs et de sport, le tout sur un parcours de 8 km. Ouvrage qui se veut à l'image de la célèbre promenade des Anglais à Nice en France et qui fait déjà rêver. Ça donne un visage vraiment reluisant, en tout cas un pays des rêves, quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir. Vraiment, ça rehausse l'image du pays. On est très fiers, tout le monde est en train de parler de ça. Tout le monde même rêve que ces temps-là arrivent, vont finir. Là, plusieurs personnes viendront pour s'amuser, pour se balader. Cet ouvrage qui permettra d'assainir les bordures de mer du quartier de Port-Boué pour un développement rapide du tourisme sur place se présente comme la vitrine de la politique d'embellissement de la ville d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur, entreprises par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministère faisait simplement des routes
mais très souvent, l'ambiance autour de la route n'était pas très agréable. Aujourd'hui, dans tous les projets importants que nous entreprenons, à Abidjan et aussi bien à l'intérieur du pays, nous intégrons toujours un volet embellissement qui prend en compte des passages piétons qui sont très souvent en pavés colorés et aussi des plantings de fleurs. Tout ça pour donner une autre allure donc, aux différentes villes. Si les populations de Port-Boué sont impatientes de profiter du front des mers, celles du plateau et des Cocody peuvent jouir de la belle vue et du bien-être que leur procure l'embellissement des grandes artères, comme ici, à la place de la République, au boulevard Lagunaire ou encore au boulevard des Martyrs. Demander à tout le monde de ne pas piétiner les gazons, les fleurs, de ne pas les arracher, de ne pas aller pisser dans les fleurs. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et de respecter la verdure, parce qu'il y va aussi de la santé de tout le monde. Un paysage totalement relooké. 10 milliards de francs CFA, c'est le coût total de l'ensemble des travaux d'embellissement. Des travaux qui devraient aller au-delà des frontières du plateau et de Cocody. C'est que Cocody est plateau seulement. La ville est belle, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres communes aussi à rendre joli comme ça. Nous travaillons beaucoup sur les villes secondaires, les villes autour d'Abidjan, parce qu'on ne peut pas avoir que de la concentration à l'intérieur de la ville de l'Abidjan. Vous allez à Beauville, des travaux sont en train d'être faits, à Dzopé, à Tiasalé et d'autres villes. En 2020, ce sont plus de 109 milliards de francs CFA d'investissement que le gouvernement a consacrés à la réhabilitation et à l'entretien routier, des espaces et des routes où il fait bon circuler. Le défi désormais est de maintenir en état ces ouvrages. Ce sont des investissements importants qui ont été consentis en faisant tous ces embellissements. La vision du président, c'est vraiment de laisser des villes accueillantes, des villes belles, des villes qui sont agréables lorsqu'on circule. Et si tout ça a été fait, il faudrait que nous-mêmes, à travers le civisme, nous pouvons donc en prendre soin. L'objectif étant d'améliorer les conditions de circulation des usagers de nos routes, l'une des principales missions du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, mais également donner un attrait particulier à la Côte d'Ivoire et y accueillir beaucoup plus de touristes. Et des aménagements qui nécessitent donc un entretien constant pour garder de leur superbe. Dans la même veine, la Semaine nationale de la propreté a démarré le 1er août dernier. Le thème, la propreté de mon cadre de vie, je m'engage. Grâce Kando. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre le 61e anniversaire de son indépendance. Pour la circonstance, Abidjan fait sa mue. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité apporte sa touche de beauté. Une caravane de sensibilisation donc dans les communes de Trècheville, Makori et de Port-Boué dans le cadre de la Semaine nationale de la propreté. À cela s'ajoutent des actions de salubrité menées par des ONG volontaires. Être propre, c'est une bonne chose. Si on a une maman, c'est nous qui doit montrer les enfants comment il faut nettoyer. On ne doit pas jeter les choses dans la route. Ça va nous rendre malades. Tant de coronavirus aussi, on ne doit pas pisser partout. On ne doit pas crasser partout. Sinon, vraiment, le côté là, c'est un peu difficile. Sauf qu'après ça, il y a les gens qui ne comprennent pas. Ils pissent partout. Ils moussent partout aussi. Vraiment, si on peut lancer le message là, les gens, ils n'ont qu'à arrêter ça, là, ça va nous faire du bien. Quand le coin est propre, tout le monde est content. Maintenant, ce que nous, on doit faire maintenant, on ne peut pas laisser quelqu'un y jeter un sachet à terre-même. Chacun il doit avoir une poubelle à côté de lui. Comme ici, là, c'est en arrêt de bus. Il y a les gens qui viennent et mangent et jettent, mais nous-mêmes, on va occuper de ça. Des messages de sensibilisation également en langue malinké, wobé et baoulé pour expliquer le bien fondé de la propreté. La Semaine nationale de la propreté est à sa 6e édition. Elle se déroule autour du thème « Pour la propreté de mon cadre de vie, je m'engage ». Adduction en eau potable dans l'ouest ivoirien, à Guiglo, le gouvernement s'est engagé à réduire le déficit de 76 à 23%. Léon Bro. Ouverte par les ministres de l'Hydraulique et de la Fonction publique, cette vanne est celle de la nouvelle unité de production d'eau potable de Guiglo. Sa capacité, 2000 m3 par jour et la quantité désormais disponible monte à 2900 m3 pour un besoin journalier de 3800 m3 d'eau potable. En tirent pleinement profit déjà les ménages au centre-ville. Nous avons de l'eau régulièrement sans problème. Le seul problème est que souvent quand ça vient, c'est un peu sale.
tout le contraire dans les quartiers dits d'extension comme ici à Bengué, désignant pourtant l'émergence. L'eau qu'on boit ici, là, ça nous fatigue. Regardez ça là, et puis c'est tiré dans le puits. Souvent, là, nos bébés, là, ils ont diarrhée. Pas un gros tuyau là n'est pas ici. Si tu veux avoir l'eau, là, il faut avoir de l'argent. Encore 6 mois et de l'eau potable dans les nouveaux quartiers de Djiglo. 1200 ménages desservis à travers 51 km de canalisation nouvelle pour plus de 575 millions de francs CFA, des investissements bien à propos. Le déficit en eau est un problème assez récurrent ici à Djiglo. Les populations ont demandé qu'il y ait une meilleure couverture. C'est fait aujourd'hui. Nous sommes très satisfaits de pouvoir bénéficier aujourd'hui de 2000 m3 de jour. L'ensemble des 177 pompes à motricité humaine, recensées comme étant défaillantes en mai 2019, ont été à ce jour toutes réhabilitées. C'est la raison pour laquelle, avec mes parents, avec mes frères élus, je voudrais dire tout simplement merci. Cette reconnaissance, d'autant que le ministre de l'Hydraulique annonce une seconde unité de production pour combler le déficit restant de 23% d'eau potable à Djiglo. Nous avons un déficit de 23%. Donc ça veut dire qu'il faut une autre unité de production qui va donner 2000 m3 et en ce moment nous serons largement au-dessus des besoins de Djiglo. Surtout que nous faisons une extension de 51 km. Ça veut dire que c'est des populations qui vont être encore branchées à nouveau sur le réseau. Donc, nous allons faire une deuxième étape à Djiglo pour pouvoir couvrir ces besoins. Déjà, plus d'1,2 milliard de francs CFA investis par l'État dans le cadre du programme Eau pour tous à Djiglo. Dans le domaine agricole, 5 unités de transformation de l'ANACAD sont à ce jour installées. Quelles sont leurs capacités de transformation? Quel est le niveau d'emploi créé et quelles sont les perspectives pour ces unités industrielles? Des questions qui trouvent réponse dans ce sujet signé Noël Niagno. Gagner la bataille de la transformation de l'ANACAD. Voilà le nouveau challenge du Conseil Coton ANACAD. Un challenge qui a ses exigences. Le président de la République et le gouvernement ont bien voulu me confier les filières coton et ANACAD. Aucune unité ne doit s'installer en Côte d'Ivoire sans que je sache où elle est située, comment elle évolue et quels sont, j'allais dire, ses moments de joie et quels sont éventuellement ses moments de difficulté. Ces motivations ont conduit successivement le directeur général du Conseil Coton ANACAD et son équipe dirigeante d'abord à Toumoudi, dans la région du Bélier, puis à Niamey, dans la banlieue d'Abidjan. Leur capacité de transformation, 15 000 tonnes à Niamey, 50 000 à Toumoudi, dans le village de Blé. Cette dernière a une singularité. C'est au total une usine parfaitement intégrée qui part donc de l'achat des noix brutes de cajou, leur traitement, leur commercialisation et le traitement des coques. Et au-delà du traitement des coques, l'huile qui est extraite, il y a toujours un résidu. Ce résidu est recyclé en énergie. Les investisseurs, un père et ses 2 fils, ambitionnent de faire de la Côte d'Ivoire une référence dans la transformation du cajou. Après plusieurs années de recherche et d'études, nous avons découvert que la Côte d'Ivoire est le meilleur endroit pour implanter notre usine intégrée de cajou et faire de la Côte d'Ivoire le leader en la matière. Loin de là, à Niamey, une autre visite. Une autre ambition est traduite en investissement avec à la clé porter les capacités du pionnier de la transformation du cajou en Côte d'Ivoire à plus de 100 000 tonnes d'ici à 2025. Nous sommes totalement alignés avec l'objectif du gouvernement qui est d'apporter de la valeur ajoutée aux matières premières agricoles en Côte d'Ivoire. Donc à l'horizon 2025, notre capacité de transformation va doubler. On passera certainement de 50 000 tonnes à 100 000 tonnes de noix de cajou transformées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec 50 000 tonnes transformées en Côte d'Ivoire, c'est 2 000 emplois directs qu'Olam crée à Boaké, à Demokro et à Niamey. À 100 000 tonnes, nous créerons au Bamo 4 000 emplois pour des Ivoiriens sur le territoire ivoirien. Notons que pour la seule année 2021, 5 unités ont vu le jour avec plusieurs milliers d'emplois créés, en majorité des femmes.
Formation des guides religieux, le Conseil supérieur des imams COSIM travaille à approfondir les connaissances des imams. À Boisseau, dans le sud de Comoé, la session de formation a permis au président du conseil régional de les exhorter à prêcher la cohésion. Salima Toudia. Un imam non instruit est un danger pour sa communauté et la société. Pour le Conseil supérieur des imams, la formation des guides religieux reste un antidote à l'ignorance. Réunis à Boisseau dans le sud Comoé, muezzins, prédicateurs ou encore imams sont formés par d'éminents professeurs sur différentes thématiques, notamment le rôle des guides religieux face aux rumeurs ou encore leur rôle dans la société pour la paix et le développement. Un programme qui tient à cœur le Cheikh Lahima parce que l'imam il est au devant de la communauté. Et il a besoin de se recycler. C'est l'imam qui doit amener la communauté à comprendre que personne ne peut vivre seul et que nul ne peut aussi avancer sans l'apport et l'aide des autres. Donc ça, c'est le rôle de l'imam. Et c'est important, c'est pourquoi il faut que l'imam se forme, il faut qu'il se recycle toujours pour pouvoir être donc à la hauteur de sa tâche. Cette formation vient approfondir leurs connaissances afin d'impacter positivement le quotidien des fidèles. Nous allons apprendre beaucoup de choses ici pour qu'on puisse aller enseigner nos fidèles. L'islam même veut dire la paix. Donc nous devons tous appeler les gens vers la paix. Voilà, la paix, quand il y a la paix, il y a le développement. Quand il y a la paix, il y a l'attente. Quand il y a la paix, il y a l'harmonie. On peut vivre ensemble. Aux côtés des imams, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ce n'est pas facile à réaliser. La cohésion dans une communauté. C'est un engagement que chacun de nous doit prendre pour faire en sorte que la cohésion soit au rendez-vous, la richesse de la cohésion soit au rendez-vous à tout moment et dans toutes les circonstances. C'est une œuvre de longue haleine qui se construit et dès lors qu'on y croit, on finit par l'obtenir. Ces 2 jours de formation, qui prennent en compte 12 modules, sont dédiés aux imams des départements de Tchapoum, Adjaké, Grand-Bassam et d'Aboisseau. Sur la scène politique, la plateforme des Patriotes pour la paix et des anciens membres de la jeunesse du FPI ont eu une rencontre d'échange avec les membres du RHDP Concorde. Il s'agit pour eux de faire désormais de la politique autrement. Le reportage de Ahmed Traoré et Boussa Konaté. Le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'agrandit. La plateforme des Patriotes s'engage à soutenir désormais les actions du RHDP Concorde. Avec les derniers événements que nous avons vécus avec nos frères du Niger, il était bon que nous mettions à la disposition de M. le ministre Alci Djedje notre machine, qui sont des machines de communication et de proximité, que sont les espaces de libre expression. Avec eux, quelques membres de la jeunesse du Front populaire ivoirien qui ont décidé de rejoindre la grande famille des Oufouettistes. Nous avons décidé de faire notre adhésion au parti Concorde RHDP parce que nous avons constaté que c'est l'avenir du pays. Nous allons nous aligner à ce que Monsieur le Président et sa délégation vont nous dire de faire. Ensemble, nous allons apporter ce que nous connaissons afin d'avancer. Alci Djedje, président de Concorde et cadre du RHDP, apprécie cette démarche. Ils sont dans les quartiers, ils sont dans les agoras, dans les parlements. Donc vous savez que c'est des vecteurs de communication importants. Et ils sont très actifs aussi sur les réseaux sociaux. Et donc ils vont, tout en restant à leur place, continuer à avoir un discours de consensus et de paix pour une Côte d'Ivoire qui a besoin de la paix pour continuer son développement. Ces nouveaux adhérents prennent l'engagement de sillonner le pays pour l'implantation du RHDP. Même son de cloche à Dimbokro, c'est là que les responsables RHDP de la région d'Unzi se sont réunis. Ils ont sorti un plan pour le positionnement du parti dans la région. Eugène Atoubé. Le RHDP d'Imokro est à pied d'heure pour la conquête de la région d'Unzi. Les responsables locaux de ce parti à tous les niveaux hiérarchiques se sont mobilisés autour du coordonnateur régional Kofi N'Guessan Lataille pour en fixer les modalités. Ils devront traduire en action les résolutions et recommandations issues des réflexions portant sur 4 grands sujets, à savoir
la vie et le fonctionnement du RHDP dans la région du Nzi, la cohésion, la solidarité, le développement humain, les stratégies de communication et les stratégies de mobilisation des ressources financières. Les 155 participants au séminaire de redynamisation du RHDP dans la région du Nzi sont en mission. Et je suis convaincu que par petites touches, nous allons être compris par les populations de la région du Nzi. Les militants se sont exprimés, la coordination a décidé de mettre un fonds de financement des projets des jeunes et des femmes. Que chacun relaie les décisions qui ont été prises, les résolutions qui ont été adoptées, afin qu'en attendant le déploiement du plan d'action, le message passe au niveau de notre base et que les gens soient préparés à agir conformément à tout ce que nous avons pris comme décision. Si la coordination régionale du RHDP dans le Nzi s'engage à œuvrer pour la forte implantation et le rayonnement dans sa motion de remerciement au président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur de la construction du pays et de la région du Nzi, il reste que cette mission ne sera pas une sinécure. Kofi N'Guessan Lattaye en a une claire conscience. Il va falloir batailler dur dans un cadre de confiance mutuelle, de cohésion et de solidarité. Dans le domaine de la culture, le festival d'Abidjan se met en place. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire entend ainsi lutter contre les fléaux qui minent la jeunesse. Le concept a été présenté à la presse ainsi qu'aux responsables socio-culturels des communes d'Abidjan, Moussa Konaté et Juliette Ouéa. Ici, c'est Abidjan Festival, se veut la plateforme d'expression culturelle du district d'Abidjan. Il va rassembler sur le site du Canal aux Bois à Trècheville les jeunes des 13 communes du district d'Abidjan. Il s'agit d'un festival qui a pour mission de réunir tous les jeunes autour de valeurs, mais surtout de cohésion sociale. Ces jeunes-là viendront pour défendre pour la première fois lors d'un festival les couleurs de leur commune. L'UIC aussi est partenaire de ce festival et c'est à ce titre que nous sommes là pour encourager ce festival qui va permettre à tous les jeunes de nos 13 communes de se rencontrer, d'échanger et de mieux apprécier tout ce qui se fait dans chacune des communes. Concerts géants, gastronomie et sport seront les temps forts de ce festival, avec en toile de fond l'éducation des jeunes. Notre slogan, c'est attirer les jeunes par le divertissement, mais les éduquer dans l'enjaillement, en griffe comme on le dit à Abidjan. Alors il va falloir au cours de ce festival-là s'attendre à la participation de plusieurs ministères qui viendront entretenir les jeunes sur des thématiques telles que l'immigration clandestine, telles que l'incivisme au volant. Avant ce lancement avec la presse, une séance de travail avec les responsables socio-culturels des communes a permis d'élaborer la feuille de route de la mobilisation avant le rendez-vous du 20 août prochain. Et direction Tokyo pour l'actualité des Jeux Olympiques. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a terminé 5e du 200 mètres ce 3 août avec un temps de 22 secondes 27 centièmes. La course a été remportée par la Jamaïcaine Hélène Thompson-Hera, déjà sacrée sur les 100 mètres. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1 et sur RTI.info. Agréable fin de soirée à tous.